Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. D12. D12 de Pierrot Atubé sur 105.5. Ça y est, ils l'ont fait, les acteurs de la DMK ont fait organiser leur meeting tant voulu depuis la présidentielle de 2020. Dans un mois juste, cette présidentielle aura 3 ans. Le président élu aura déjà passé 3 ans à gouverner le Togo. Le président non élu aura passé 3 ans à contester les résultats. Certains diront que c'est un grand classique, mais samedi dernier, qu'est-ce qui a été dit ou fait à Kodendi? Ce lieu historique des rassemblements de l'opposition s'est-il révélé trop exigu pour contenir les populations? Les Togolais restent-ils mobilisés ou sont-ils émoussés par la longue traversée des manifestations publiques? En 2022, la dynamique Monseigneur Kodjo était déjà face aux populations à Vaughan. Le choix de cette localité continue de soulever des questions. Pourquoi Vaughan? Demain, la dynamique sera-t-elle à Badou, à Soutouboua ou encore à Kara? Les portes des manifestations publiques sont-elles définitivement rouvertes au Togo? Les autres mouvements, associations et partis politiques peuvent-ils se préparer à emboîter les pas de la DMK? Si les élections régionales et législatives sont maintenues et organisées cette année, il va sans dire que les populations doivent, elles, se préparer à recevoir les candidats ou les envoyer, à moins que les autorités n'accèdent à la proposition de cette personnalité de la République qui louait récemment les mérites des rassemblements en ligne. Pas ces temps de chaleur, de malheur, les pays de la sous-région ne sont guère à l'abri des frappes terroristes. Comment concilier rassemblements électoraux et lutte contre le terrorisme? Voilà l'énigme que le Togo va devoir résoudre pour tenir à jour son calendrier électoral. Ce calendrier propose 2 scrutins cette année, puis un autre dans 2 ans, puis un autre dans 3 ans. Trop, c'est trop, dira un observateur. Il n'est pas seul puisque plusieurs acteurs regardent avec inquiétude les colossaux budgets des élections. Les Togolais finiront-ils par adopter l'organisation des élections générales comme l'ont inscrit déjà les Béninois? En 2026, les voisins de l'Est voteront pour les maires, les conseillers municipaux, les députés, le président de la République. Patrice Talon serait en train de partir, mais les réformes qu'il a apportées vont-elles inspirer au-delà de son territoire national? En vérité, les plus grands projets partent toujours d'un premier jet, d'une première idée. Lomé s'inscrit dans cette dynamique pour le financement des entreprises et des grands projets. La capitale n'a pas hésité à accueillir une conférence internationale, tout comme celle consacrée à la lutte contre le terrorisme. Au Togo, l'épicentre du fléau se trouve dans la région des savanes. D'ailleurs, cette région fait aujourd'hui partie des priorités des plus hautes autorités du Togo. Cette semaine, la région a abrité un forum des producteurs agricoles. Pas seulement, puisqu'en plus, elle concentre les premiers cas de méningite que les autorités tentent de contenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au D12 de Pyramide FM. Gérard Adia et Nabouja Bouraïma de la DMK sont nos invités. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde de l'émission est assurée par Boga Koudouyo. Chers invités, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Pierrot, ça va très bien. C'est la même chose chez vous? Nous rendons grâce à Dieu. Mais en fait, vous avez cette particularité, votre voix. Je me dis, si vous faisiez de la radio, cette voix, elle est unique quand même, votre voix. Ah, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Est-ce que vous serez tenté un jour de faire de la radio, de la communication, parler aux populations? Pourquoi pas. L'avenir nous dira et puis, de toutes les façons, je n'exclus pas cette piste. Mais c'est un secteur qui ne peut pas beaucoup. Non, de toutes les façons, je sais les efforts que vous faites chaque jour que Dieu fait. Mais la population vous admire assez. Il ne faut pas baisser les bras. Gérard, je sais que lui, il n'aimerait jamais faire la radio. Parce que, Gérard, est-ce que vous serez tenté un jour? Faire la radio, peut-être pas, mais je travaillerai beaucoup avec les radios parce que, en tant qu'un homme public, un homme politique, je sais que la communication constitue le soubassement de la politique
Et donc, on ne peut pas éviter ni la radio, ni les médias d'une manière générale. Collaborer Donc, avec la radio, c'est... Je collaborerai avec Ouais. les radios, je travaillerai beaucoup avec les radios. Vous le faites déjà. Faites la radio comme un journaliste, comme vous le faites. Je crois que je l'ai peut-être dépassé. Pourquoi? Je crois que nos chemins se sont croisés. Vous en tant que journaliste, moi en tant qu'acteur politique. Et je crois que revenir sur votre chemin, ça va être peut-être difficile. Mais bon, on restera ensemble. Merci. Nous sommes en début d'année et ça fait quand même... c'est la première fois que je vous vois là. Je vous souhaite mes meilleurs voeux là. Merci beaucoup Pierrot. Moi aussi, à mon tour, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonne santé, de paix surtout, et puis de tranquillité. Et puis bon, que Dieu vous bénisse pour que vos activités marchent, que votre famille aussi se porte très bien, et surtout que notre pays pour lequel chacun de nous se bat, notre pays connaisse de meilleurs lendemains, et que les Togolais puissent dorénavant travailler et puis être en liberté et puis bon, avoir l'esprit patriotique comme notre devise nous le demande. Travail, liberté, patrie. Mes meilleurs voeux là. Merci beaucoup, monsieur Pierrot. C'est un plaisir pour moi de vous présenter également en retour les vœux de santé, les vœux de bonheur pour tout le travail que vous faites. Je voudrais également profiter de cette occasion pour souhaiter au peuple togolais, à ce moment difficile de notre vie ici-bas, le meilleur vœu, et je leur demande de garder espoir et la persévérance. Je n'oublie pas nos forces de défense qui aujourd'hui sont confrontées à d'énormes difficultés vers la zone septentrionale de notre pays. Je leur demande de continuer parce que ce sacrifice vaut la peine. Ils sont en train de faire un travail noble et historique. Il faut nécessairement que l'État prenne les dispositions qui s'imposent pour leur accorder les moyens nécessaires pour qu'ils puissent être vraiment au service de l'État. Je n'oublie pas également les déplacés qui aujourd'hui sont dans des conditions les plus difficiles. Il faut quitter le seuil de la théorie pour aller à la pratique en leur accordant de meilleures conditions de vie pour qu'ils puissent s'adapter. Je finirai en disant à la diaspora togolaise bonne et heureuse année et par ricochet au peuple togolais et à ceux qui pleurent de croire à l'avenir. Dans vos voeux là et votre clin d'œil aux forces de défense et de sécurité, il faut dire quand même que ça fait quand même très longtemps que unanimement les Togolais souhaitent les meilleurs vœux aux forces de l'ordre des forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de critique à adresser à ce qu'ils font là-bas dans l'extrême nord du Togo. Est-ce que c'est pas une bonne chose déjà que tous les Togolais à l'unisson soutiennent les militaires qui sont engagés contre le fléau qu'est le terrorisme? La remarque est très pertinente. Vous savez, si on était dans un État véritablement démocratique et qui respecte les valeurs régaliennes, la première des choses pour un peuple, c'est de respecter les forces de l'ordre et de sécurité. Mais nous avons un État atypique. Mais face à cette situation extrêmement préoccupante, nous sommes obligés, on n'a pas de choix, de soutenir nos militaires qui sont sur le terrain en interpellant à ceux-là qui pensent que l'armée constitue en quelque sorte une entité qui ne devrait pas appartenir à tout le monde. Nous leur disons que c'est une mauvaise interprétation parce que l'armée, la police, la gendarmerie, ils sont là et devraient être au service de tous les Togolais. Mais face à ces moments critiques, nous avons obligation de leur demander de faire proprement le boulot pour respecter ou défendre l'intégrité territoriale. Quitte à ceux qui sont au pouvoir de tirer les leçons de ces manquements et de revenir à le meilleur sentiment. Parce qu'on ne combat pas le terrorisme en brandissant le militantisme ou en quelque sorte des attitudes partisanes qui divisent encore les Togolais et qui des fois nous poussent à penser que c'est le régime qui serait plus ou moins à l'origine de cette division que nous constatons. Mais au niveau de la DMK, ce que nous demandons aux Togolais, la solidarité doit prévaloir. Quitte à ceux-là qui interprètent mal aux choses, de revenir à de meilleurs sentiments. Bien, merci. Vos vœux pour les forces de défense et de sécurité. Quand on a écouté Gérard Adia, lui, il a parlé de liberté dans ses vœux-là. Est-ce que vous souffrez qu'il y ait eu des restrictions récemment dans notre pays? Oui, beaucoup. Vous savez, les derniers événements qui se sont passés au Togo depuis bientôt 3 ans, comme vous le disiez dans votre introduction,
constituent de graves preuves de manque de liberté dans notre pays. Je l'ai dit tantôt que les valeurs de notre République sont bafouées et sont complètement détruites. C'est-à-dire, notre devise, c'est liberté, travail, liberté et patrie. Aujourd'hui, les Togolais ne peuvent pas, en toute conscience, affirmer que, sur le plan du travail, qu'il y a une certaine unanimité. On n'a pas du travail et les Togolais sont découragés même à travailler. Et des fois même, vous verrez que c'est à contre-cœur que les Togolais déclarent qu'il ne sert plus à rien de rester et servir son pays. Et ça, quand on en arrive là, c'est très grave pour notre République. Autre chose, la liberté. Depuis plusieurs années, depuis plus de 60 ans, que notre premier président a été assassiné, je crois qu'on a tué également la liberté à partir de ce jour-là, même si certains qui connaissent mieux l'histoire disent qu'à cette époque-là aussi, on n'était pas complètement libre. C'est vrai que le leadership doit être situationnel. Quand, à ce moment de l'indépendance, un dirigeant politique veut asseoir une certaine autorité et une certaine politique, un système politique, il est tout à fait normal qu'on essaie de pratiquer le dirigisme ou bien l'autoritarisme pour pouvoir contraindre le peuple à comprendre un certain nombre de choses. Mais lorsque un peuple a eu plus de 60 ans d'indépendance, je crois qu'il y a eu suffisamment de formation d'élite et beaucoup de gens ont compris ce que c'est que la politique, la conduite des affaires économiques, etc. Et en ce moment-là, on ne peut plus priver les citoyens de leur liberté. C'est malheureusement ce que nous avons constaté durant ces 60 dernières années. Et la gouvernance politique qui a conduit le pays jusqu'ici a fait un échec total. Ce qui fait que les libertés sont bafouées jusqu'à présent. On dirait même que la liberté est tuée dans notre pays. Le patriotisme, n'en parlons pas. On a tué le patriotisme dans notre pays. Et en grosso modo, nous pouvons conclure en disant que la gouvernance des 60 ans, c'est un échec. Ouais, quand vous dites que le patriotisme tué, là, en fait, je ne vous crois pas, puisque vous-même, parfois, vous vous définissez comme des patriotes, vous qui êtes engagés sur le plan politique. Bien sûr. Alors, nous appelons les patriotes parce que nous voulons réveiller auprès des Togolais le patriotisme. Parce que la gouvernance, le système politique qui a eu lieu jusque-là, a tué le patriotisme dans le subconscient du Togolais. Ce qui fait que les Togolais ont l'impression que la chose publique ne les intéresse plus. La chose du Togo ne les intéresse plus. Et il faut développer une nouvelle conscience nationale aujourd'hui. Et c'est un devoir des acteurs politiques que nous sommes d'arriver à reconstruire cette morale-là, à reconstruire cette conscience nationale pour que les Togolais se sentent concernés par la chose publique. Mais il faudrait encore que nous ayons la liberté de le faire. Et c'est pour ça que depuis la dernière élection présidentielle du 22 février 2020, on nous a empêchés de faire des meetings, des rassemblements, etc. On a prétexté la question de Covid pour nous interdire les rassemblements. Après le Covid, c'était les affaires de terrorisme. Nous leur avons bien dit que vous n'allez pas instrumentaliser toute situation pour nous empêcher de nous retrouver avec les populations, parce que nous avons l'obligation de former nos populations et de développer en eux la conscience nationale. Et puis également, bon, les citoyens doivent être formés pour la chose politique. Mais ils nous ont confinés dans ce silence-là pendant presque 3 ans. Heureusement que, dernièrement, nous avons brisé la glace à Vaughan. Et puis ensuite, le samedi dernier, Dieu merci, nous avons pu également... Nous en parlerons dans un instant. briser la glace à Lomé pour que notre meeting tant espéré nous en parlerons, mais je sais que vous êtes deux adeptes des réseaux sociaux, puisque je sais que vous intervenez très souvent sur les réseaux sociaux. D'abord, cette surprise pour nous, un certain nombre de Togolais. Vous êtes enseignant, vous réagirez tout à l'heure à ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui mettent en scène des élèves. Une première vidéo identifiée
dans la région de la Cara. L'élève a été sanctionné, exclu des établissements scolaires. Mais on a eu une deuxième vidéo cette semaine. Je ne sais pas si cette deuxième vidéo aussi est du Togo. Sur cette deuxième vidéo, on a vu un élève qui faisait ou qui imitait les adultes en faisant une demande de mariage vis-à-vis d'une élève dans une salle de classe. Vous êtes enseignant et comment est-ce que vous expliquez ce que certains considèrent comme une dérive? Vous savez, au fur et à mesure que le monde évolue, on va tout rencontrer. C'est ça qui fait même la complexité de la pédagogie, de l'éducation. Par rapport au comportement du jeune Akara, en plein cours, le professeur présent, moi j'ai eu d'autres interprétations par rapport à son attitude en tant qu'enseignant. Vous savez, d'abord, l'éducation, le système éducatif togolais fait face à d'énormes difficultés. Des salles de classe pléthoriques, où un seul enseignant doit faire face à plus de 100 élèves. 100 élèves dans une seule salle de classe. Ce qui fait que l'enseignant, à un moment donné, ça pousse les élèves à se comporter comme s'ils n'étaient pas surveillés. Effectivement, l'enseignant est devant. À plus de 100 élèves dans une salle de classe, je vous dis, l'enseignant n'est pas un magicien. C'est ça qui peut entraîner ce genre de choses. Mais une fois que l'acte là est posé, il y a vu toutes les dispositions qui ont été prises jusqu'à ce qu'on a exclu l'élève de tous les établissements du Togo. Hein, parce qu'il est un récidiviste. Moi, je suis allé plus loin. Il va devenir quoi? Nous ne sommes pas là seulement que pour former des modèles. C'est des cas comme ça. Une fois qu'on arrive à les transformer pour qu'ils puissent s'insérer dans la société, c'est à partir de là qu'on parle de l'éducation. L'éducation n'est pas là seulement que pour former des gens parfaits. L'éducation est là pour aller au-delà et pour ces cas exceptionnels, leur trouver une insertion dans la vie je dirais quoi, quotidienne de tous les jours. Parce que cet enfant qu'on abandonne, mais j'ai appris que certaines bonnes volontés, aujourd'hui, ont contribué jusqu'à ce qu'il se retrouve au Bénin, pour au moins continuer par lui apporter l'éducation. C'est cet enfant qui a plus besoin d'éducation. Ce n'est pas ceux-là qui s'adaptent ou qui arrivent à maîtriser leur pulsion et leur instinct. Mais moi, j'ai dit que ce n'était pas la meilleure solution. Seulement les manquements de notre système éducatif. Il faut créer des centres d'insertion, de prise en charge de ces cas. Où on doit, au Ghana, par exemple, il y a des centres comme ça, spécialement pour ces cas d'élèves. C'est-à-dire quand il devient non maîtrisable dans la salle de classe avec ses amis, craignant qu'il devienne un cas social, il y a des centres spécialement pour ces gens d'élèves. Donc, moi, je voudrais demander à l'État togolais qu'il n'est pas encore tard. On va rencontrer plus que ça. C'est à nous, gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper pour prévoir des centres de prise en charge de ce genre de cas. Pour la seconde image que nous avons vue où l'élève demande en mariage sa camarade de classe, apparemment d'autres disent que c'est comme ce n'est pas au Togo, parce qu'en tout temps on avait dit que c'est au centre technique de Pia. Mais après vérification, les amis ont dit que ce n'était pas au Togo. De toutes les façons, c'est la réalité et c'est l'influence des médias sur l'apprentissage de nos enfants, de nos élèves. C'est à nous maintenant de redéfinir les choses pour que nous puissions trouver des solutions idoines pour que ce genre de choses, on puisse se limiter. Je dis on peut se limiter, on ne peut pas tout éviter. On peut se limiter. Voilà un peu pour le moment ce que je pouvais dire. Gérard Dia, je sais que vous êtes parent d'élèves et votre vis-à-vis vient de dire, ou bien votre collègue vient de dire que on verra pire que ça dans les prochains mois, dans les prochaines années. Est-ce que vous êtes inquiet par ce que certains considèrent comme là une véritable dérive? Bon, inquiet, peut-être pas, parce que d'abord l'éducation se fait à la maison et ensuite l'instruction se fait à l'école. Donc il appartient aux parents surtout de veiller à l'éducation de leurs enfants. Ceci dit, l'environnement compte beaucoup en matière d'éducation. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous voyons une certaine faillite morale dans notre pays, et c'est dû à l'environnement politique qui fait que les parents ne sont plus eux-mêmes et les enfants se sentent abandonnés. Et c'est pour ça que nous ne devons pas continuer à vouloir faire les choses comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les choses changent beaucoup. Et donc les parents doivent s'adapter au nouvel environnement, mais également l'État doit faire un effort pour accompagner les parents dans l'éducation des enfants. C'est ce que l'État n'arrive pas à faire. L'État a détruit les cellules familiales. Je dis bien, je pèse les mots. C'est l'État qui a contribué à détruire les cellules familiales parce que
quand le père ne travaille pas, quand la maman doit se débrouiller tout seul pour s'occuper des enfants, je crois qu'il y a un problème qui se pose. Le père n'aura pas l'autorité qu'il faut pour agir sur l'éducation de l'enfant. La maman n'aura pas le temps qu'il faut et toutes les dispositions, tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les enfants dans des conditions normales. Et donc l'État est en faillite et l'État a entraîné le pays à une faillite morale. Et ça, nous ne cesserons jamais de le clamer. La responsabilité de ce que nous voyons aujourd'hui incombe à l'État. Et il faut que nous changions de paradigme. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, pendant plus de 60 ans, a conduit notre pays à ce niveau. On va me dire que ça se passe également dans d'autres pays. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Justement. Oui, justement. Mais quand vous allez aux États-Unis, par exemple, c'est des enfants qui viennent carrément en classe avec des armes. Oui, ça, c'est un autre phénomène. Ce n'est pas la même chose. C'est un autre phénomène. Mais pourquoi c'est un autre phénomène? C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le degré de... comment dirais-je? Je ne sais pas quel terme j'utiliserais. C'est-à-dire que leur système d'éducation a dépassé des niveaux de développement au point où l'environnement qui est là-bas, l'environnement qui se trouve là-bas, et les conditions dans lesquelles les parents éduquent les enfants, amènent les enfants justement à ces comportements. Ici, ce n'est pas la même chose. C'est le manque du minimum. C'est le manque du minimum et le manque de suivi des enfants qui amène souvent ces genres de comportements. Vous avez souvent que, très souvent en cause, les enfants qui sont en cause ont des parents parfois nantis. Oui, justement, parents parfois, bon, le plus souvent. Et ça aussi, quand le parent n'est pas responsable lui-même, même en ayant de l'argent, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est responsable. Ça, il faut que nous le sachions. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est responsable. Et ça dépend aussi de comment on a gagné l'argent. Et donc, si nous sommes sous un système de mensonge, on ment au niveau de l'État, on ment au niveau de la gouvernance, on est corrompu au niveau de la gouvernance, ce sont tout ça là qui se traîne dans les familles. Et on ne peut que voir ces comportements parce que les parents s'occupent de la corruption au boulot, les parents s'occupent du mensonge au boulot, et la gouvernance qui se fait avec du mensonge ne peut qu'entraîner des situations. Vous écoutez les responsabilités. Les valeurs morales sont tuées dans notre pays. Mais vous rejetez le tort. Quand on vous écoute sur l'État, vous semblez dédouaner un peu la responsabilité des élèves eux-mêmes, la responsabilité des parents qui auraient été... Les élèves ont quel âge? C'est vrai qu'on ne peut pas les dédouaner complètement. Mais si nous en sommes arrivés... Quand vous avez une bague en classe, vous savez ce que vous faites là? Vous savez, ce sont des adolescents. Ce sont des adolescents et nous savons que chacun qui a une famille... Vous l'avez fait quand vous étiez au lycée? Non, je ne pouvais pas le faire. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, parce que je n'en avais tout simplement pas les moyens. Vous n'avez pas une bague à portée de main? C'était bon. C'était pas ça. Mes parents n'ont pas vécu dans un système où il n'y avait pas ces réseaux sociaux qui montraient tout ça. Donc, nous n'en avions pas les moyens à cette époque. Vous comprenez? Quand bien même l'adolescence, il y a des comportements qui caractérisent cette période-là. Et il faut comprendre les enfants à cette période-là et savoir comment les accompagner. Donc, je ne les dédouane pas. Ils ont leurs responsabilités. Les parents en ont les leurs, mais l'État surtout, qui a failli au niveau de l'éducation, doit comprendre que si tout ça arrive, c'est son manquement. Bouraïma Nabouya, vous êtes enseignant, je le rappelle une nouvelle fois, et on sait qu'aujourd'hui, les enfants ont beaucoup plus de liberté, plus qu'avant, parce qu'on se rappelle, il y a encore une trentaine d'années, dans les salles de classe, il n'était pas facile d'adopter un certain nombre d'attitudes. Est-ce qu'il va falloir revenir aux anciennes méthodes? De toutes les façons, vous savez, pour encadrer un enfant, il faut le bâton et la carotte. Il faut savoir manier et le bâton et la carotte. Tantôt souple, tantôt rigoureux. C'est capital. C'est-à-dire quand vous optez seulement que par la rigueur, sans toutefois d'être souple à certains moments, ça risque de donner autre chose. Donc il faut repenser le système éducatif de notre pays. Monsieur Girard a souligné un point très important. Ces phénomènes que nous voyons sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'auparavant ça n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'auparavant ça n'existait pas. Mais seulement aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est l'influence des réseaux sociaux
sur les apprenants, sur nous-mêmes, les adultes. Vous avez vu pas mal de choses, des gens responsables qui, à un moment donné, se laissent entraîner dans ce genre d'image où ce qui devait être secret se retrouve sur la place publique. C'est la même chose que nous reprochons aujourd'hui aux enfants. Mais au même moment, nous oublions. C'est dans notre pays, nous avons vu même une image d'un préfet avec une femme qui ont malheureusement par inadvertance, ils ont fait circuler une image qui ne devait pas sortir. Mais aujourd'hui, peut-être c'est parce que c'est des élèves. C'est parce que c'est des élèves. Donc, pour dire quelque part que même nous, des adultes, nous ne sommes pas épargnés. Donc, la question est très pertinente. Il faut revoir, parce que les réformes de 1975 sur l'éducation disaient qu'une salle de classe ne doit pas dépasser 45 élèves. C'est capital, c'est-à-dire si on ne revient pas sur ce genre de choses, on va rencontrer plus que ça. Parce qu'une fois que l'élève se voit inaperçu par le professeur dans la salle de classe, je vous dis, il est tenté de poser des actes immoraux. Donc, nous vivons ce que je peux dire, une érosion des valeurs morales. D'où la nécessité de revoir quelle est l'attitude qu'il faut. C'est maintenant il faut revoir les effectifs dans les salles de classe. Il y avait écouté le ministre Kokoko qui disait que non, ils ont un projet de construire 30 000 salles. Mais malheureusement, quelque temps après, le président Faure dit que c'est 3 000 salles. Donc, les deux côtés. Je crois qu'il faut recréer, il faut construire véritablement les salles de classe. Recruter à suffisance les professeurs, les enseignants. Parce que si nous arrivons à ce stade, et aujourd'hui, je voudrais leur faire aussi une petite remarque, parce qu'avec le temps, le problème d'espace va se poser avec acuité. Dans les grandes villes, dans les chefs-lieux de région, on ne peut plus construire une salle de classe et entrer s'asseoir. Il faut profiter de la meilleure gestion de l'espace. C'est-à-dire des salles de classe à plusieurs niveaux, ça nous éviterait, parce que toutes les salles de classe que nous sommes en train de construire aujourd'hui, avec le temps seront détruites, pour reconstruire des salles de classe qui pourront contenir un certain nombre conséquent des populations. Donc je voudrais juste leur dire qu'il faut recruter les enseignants. Le côté social, il faut vraiment recruter les enseignants. Construire des salles de classe dignes de ce nom. Et au même moment, ça permettra de limiter les effectifs dans les salles de classe. Et au même moment également, les établissements. Est-ce que les élèves ont le droit d'utiliser les portables à l'école? Ça aussi, moi je me rappelle quand on était au CRTP Cara, c'était interdit d'apporter des portables dans les établissements et surtout de les utiliser dans les salles de classe. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Est-ce que les parents aussi ont obligation d'autoriser leurs enfants d'amener à l'école avec eux leur portable? C'est pourquoi le grand frère Gérard disait qu'il faut revoir, il y a une défaillance, c'est-à-dire au niveau des familles également. Le papa n'a pas l'autorité sur l'enfant, c'est la maman seule qui est au four et au moulin. Ça devient complexe. L'État, quelque part aussi, a démissionné parce que ces élèves sont confrontés à d'énormes difficultés. Moi, je me rappelle, une fois sur le terrain, des enfants en récréation ne trouvent même pas 50 francs ou 100 francs pour aller manger. Un tel enfant m'a donné, si on lui propose un certain nombre de choses pour pouvoir survivre, ça le pousse, il est tenté. Donc, il faut accorder à ces élèves le minimum vital. Quand on jette tous sur l'État, là, à un moment donné, on se pose la question de savoir si l'État a les moyens pour supporter tout. Vous m'excusez un peu. Dans mon analyse, je n'ai pas jeté l'anathème sur tout. Non, mais en fait, voilà. Oui, au final, l'autorité qui doit soit apporter des solutions, cette autorité-là, c'est l'État. Est-ce que, par exemple, quand on regarde ce que l'État togolais, ce qu'il possède aujourd'hui, est-ce qu'il a la capacité d'abord, par exemple, de recruter tous les parents, parce que vous avez dit dans votre analyse qu'il y a un certain nombre de parents qui ne travaillent pas et donc ont des difficultés à subvenir convenablement à leur famille. Il y a un certain nombre de parents qui travaillent, mais les salaires ne sont pas assez conséquents. Est-ce que l'État togolais, quand on regarde un peu ce que nous avons comme budget, ce que nous avons comme recette dans ce pays, est-ce qu'on peut recruter tout le monde? Est-ce qu'on peut bien payer tout le monde? C'est évident que l'État seul ne peut pas recruter tout le monde. Ça, c'est évident. Mais l'État a un devoir, c'est de créer les conditions pour que les acteurs économiques et les acteurs sociaux puissent développer leurs affaires. L'État a également des devoirs régaliens. En ce qui concerne l'éducation, l'État devrait tout faire pour avoir la suprématie sur ce secteur-là. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est un échec. L'État a failli à ce niveau. En ce qui concerne le domaine du social, c'est-à-dire la médecine et consorts, tout ce qui concerne la santé des populations, l'État devrait également avoir la suprématie, c'est-à-dire que le contrôle sur ce secteur. Malheureusement également, quand vous allez dans les hôpitaux publics, c'est la merde, tandis que ce sont les privés
qui s'approprient ce domaine aujourd'hui et qui essayent, tant bien que mal, de développer ce secteur. Et ce n'est pas normal. Donc quand nous disons que l'État a ses responsabilités, c'est pas qu'il doit tout faire, mais l'État doit créer les conditions. Aujourd'hui, vous parlez de budget. Oui, pourquoi nous n'avons pas un budget important pour pouvoir recruter les enseignants? Allez-y comprendre comment ça se passe pour que nous n'ayons pas de budget conséquent. Au Togo, ici, nous savons très bien que des ressources du pays peuvent permettre d'avoir un budget 2 fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. Nous en savons quelque chose. Mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est à cause de la corruption. Donc nous disons que quand nous ne parlons pas en l'air. La DMK aujourd'hui, nous disons que nous constituons une force alternative, c'est-à-dire capable de gouverner ce pays et dans de meilleures conditions pour tous les citoyens. Maintenant, pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'il y a trop d'évaporation des ressources de l'État. Trop d'évaporation. Et ça, beaucoup de rapports de la Banque mondiale, du FMI, de toutes les organisations internationales ont prouvé qu'au Togo, il y a trop de corruption et il y a trop d'évaporation fiscale. Et donc, lorsque nous arriverons à prendre conscience de ce fait-là et prendre nos responsabilités comme il le faut, bon, tout le monde comprendra que nous disposerons plus de ressources pour pouvoir faire face à ces différents besoins. Aujourd'hui, même sur le terrain, le théâtre des opérations militaires, bon, nos militaires se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'équipement adéquat, parce qu'ils ne sont pas assistés financièrement. Non, mais c'est ce que vous venez de dire. Parce qu'ils n'ont pas de primes conséquentes. Oui, mais ils se sont plaints où? Ils se sont plaints où? Pardon? Ils se sont plaints où? Chez qui? Mais écoutez, nous écoutons toutes les voix qui se lèvent pour dénoncer les conditions dans lesquelles nos militaires... Non, en fait, moi, je n'ai pas écouté. Ah oui, mais peut-être que vous n'êtes pas branchés là où nous sommes branchés, nous autres. C'est clair. Peut-être que vous n'êtes pas branchés là où nous sommes branchés, nous autres. Et nous autres, nous savons très bien que les militaires qui sont au front aujourd'hui, qui sont en train de se battre pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire, n'ont pas les meilleures conditions de travail. Leurs primes ne sont pas payées régulièrement. Et ils n'ont pas de primes conséquentes aussi qui puissent les motiver. Pourquoi tout ça? C'est la faiblesse du budget. Alors pourquoi le budget est faible? C'est parce qu'il y a trop d'évaporation fiscale, c'est parce qu'il y a trop de corruption, c'est parce qu'il y a trop de rétention des sources des recettes de l'État. Et tout ça, nous savons comment ça se passe. Merci. C'est pour ça que nous disons, arrêtons-nous, posons-nous les bonnes questions, réglons les problèmes avec les meilleures méthodes. Et tous, nous serons satisfaits. Merci, nous venons de passer une trentaine de minutes avec vous. Vous êtes venu ici où on vous a invité parce que vous avez organisé, il y a eu 8 jours, ou il y a eu une semaine, un meeting, parce que ce meeting, vous l'avez réclamé à corps et à cri carrément. Et à un moment donné, on s'est posé la question de savoir, est-ce que ça finira par être fait un jour? Dans quel état êtes-vous là? Ce meeting a été organisé. Est-ce que là, vous dites, ou enfin, qu'est-ce que vous dites là? Ben, je crois que nous avons effectivement réclamé plusieurs fois à tenir ce meeting parce que depuis longtemps, on nous a empêchés de nous réunir à cause de Covid. On a compris. Et lorsque cette maudite maladie était en train de quitter, on a encore évoqué des questions de terrorisme. On leur a dit que vous n'allez pas continuer de toute façon, comme ça, à nous empêcher de nous réunir. Et on nous avait servi ceci. Lomé n'est pas maîtrisé en matière de sécurité. Par contre, vous pouvez aller faire vos meetings à Kara, à Bassa, à Dankpen, à Dapan ou à Pendial. Que vous pouvez aller faire le meeting là-bas parce qu'au moins là-bas, nous avons maîtrisé les questions de la sécurité. Et c'est pour ça que nous avions choisi Vaughan pour aller faire notre premier meeting. Et heureusement que tout s'est bien passé là-bas, malgré toutes les tentatives de nous décourager, de décourager les gens à sortir, etc. Ils ont tout fait. Et on a compris finalement que ce n'est plus une question de sécurité qui les poussait à vouloir nous interdire nos meetings, mais c'est plutôt une autre question, c'est-à-dire bon, la DMK ne doit pas faire de meeting ou bien se rassembler avec les populations. Et nous avons donc cherché également à tenir le meeting à Lomé, finalement, avec toutes les tentatives pour nous décourager, pour nous empêcher de le faire. Nous avons pu quand même tenir ce meeting-là. Et il y avait à ce meeting-là, quand vous voyez tous les acteurs politiques
qui étaient là ce jour, c'était impressionnant. Non, mais en fait, on parlera dans les détails de ce qui s'est passé Oui, là-bas. très impressionnant. Mais quand vous dites qu'on vous a dit qu'il n'y a pas de sécurité à Lomé, que vous pouvez tenir votre meeting à l'extérieur de Lomé, vous avez cité un certain nombre de localités qui doivent faire tic dans la tête de certains. Vous avez parlé même de Kwengal. On sait que la région de Kwengal est confrontée à de l'insécurité portée par les djihadistes. Oui. Est-ce qu'on vous a cité cette localité vraiment, à Dapan par exemple? Non, j'étais présent à la réunion avec les ministres, il y avait le ministre Yak et le ministre Bokessi. J'étais présent, c'est pas qu'on m'a raconté. Donc, il nous disait que, à cause de l'incident qui s'était passé au Grand Marché, où un individu de nationalité tchadienne a poignardé un gendarme, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, il y avait des incertitudes quant à la sécurité dans la région du Grand Lomé. Mais ça remonte à plusieurs mois maintenant. Oui, justement. Et donc, à cette époque-là, le terrorisme à Kwengal n'était pas encore très développé. Il y avait eu une ou deux attaques. Il n'y avait pas encore des attaques répétées là, avec plusieurs morts. Il y avait eu, je crois, une ou deux tentatives qu'avaient repoussé nos forces de l'ordre, qui étaient à l'époque là plus percutants qu'en ce moment-là. Et donc, il nous avait dit qu'au niveau du Nord, qu'il y avait au moins la maîtrise de ce phénomène-là. Et que si nous voulons faire des meetings, nous pouvons aller sur toutes les étendues du territoire, sauf le Lomé. Okay, voilà ce qu'on nous a dit. Oui. Et donc, ils ont cité certaines... Non, j'ai compris. Oui, d'accord. Finalement, vous avez choisi vos gants. Mais quand vous avez choisi vos gants, mais en fait, c'était d'une curiosité pour un certain nombre de Togolais, y compris moi-même. Pourquoi vos gants? Vous n'avez pas fait votre meeting à Lomé, et comme ça, vous choisissez d'aller à vos gants. Est-ce qu'il y avait une surprise dans ça? Vaughan fait partie de toutes les localités du Togo, donc c'était un choix pour aller rencontrer les populations de Vaughan. Mais seulement ce qui était intéressant par rapport à ce meeting, c'est le cas atypique de la préfecture de Vaud, une région minière. Mais quand vous arrivez dans cette zone, franchement, les populations ont apprécié et que ça venait à point nommé. La preuve, juste après notre meeting, c'est en ce moment que la première ministre, Mme Dogbe, et toute son équipe sont allés lancer une série d'activités pour les pistes rurales, bref, tout. Donc, ça voudrait dire quelque part que s'il n'y a pas de menace, ou il n'y a pas de pression populaire, nos dirigeants ne travaillent pas. Non, mais en fait, ce que vous dites là aussi n'est pas dans l'absolu vrai. Non, puisque la première ministre est souvent dans cette préfecture. Non, je vous dis, elle n'a jamais fait ce que nous avons vu. D'abord, ils ont tenté de nous empêcher le meeting. Le lieu qui avait été, en quelque sorte, officiellement retenu pour le meeting, à la dernière minute, on nous a renvoyés loin de cette zone. Et de toutes les façons, ça n'a pas découragé la population. C'est là qu'il a compris également que les gens en ont mal. Les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés. Quand vous parlez de Vaughan, là, avec les mines qui sont situées quelque part du chef-lieu de la préfecture, ouais. Mais on a la même situation, par exemple, à Tabligbo. Mais vous n'avez pas fait votre meeting à Tabligbo. On a la même situation d'une certaine manière, par exemple. Non, je à dis, Thiédié, nous avons... Est-ce que prochainement vous irez dans cette localité? Je vous dis, nous avons des dizaines de préfectures. Il faut toujours commencer quelque part. Oui. La prochaine étape, prochaine étape à l'intérieur du pays. De toutes les façons, vous serez informés au moment venu. Parce que ce n'est pas nous deux seulement ici qui allons décider du lieu du meeting. Je voudrais vous rappeler ceci. Ça fait 61 ans qu'on exploite le phosphate dans la préfecture de Vaud. Mais dans un état normal, où les gens ont à cœur l'avenir de ce pays, Vaughan ne doit pas être comme ça. La préfecture de Vaud ne doit pas être comme ça. Vous remarquez, durant 61 ans, on n'a pas pu créer des centres de formation technique minière dans ces zones. On a besoin de la main-d'œuvre, on a oublié de faire appel aux expatriés. Actuellement, ce sont les Israéliens qui gèrent malencontreusement ces mines. Ça profite à qui? Cette zone devait être une zone choyée, où il fallait créer de l'emploi pour les Togolais. Surtout là où je ne veux pas, j'interpelle les dirigeants, on ne peut pas. Par exemple, quand vous prenez à hauteur, vous prenez Pémé, vous arrivez dans cette zone, en réalité dans un état normal, il faut que les populations ressentent que c'est chez nous apportons quelque chose, un plus pour le pays. Mais à notre grande surprise, quand vous arrivez, la chose que vous allez voir, c'est la misère, c'est la souffrance. À hauteur, par exemple, quand vous regardez, ils n'ont pas de marché. Ils n'ont pas de marché. Ça devait être une zone qui devait apporter des ressources financières pour notre pays. À Otoé n'a pas de marché. À Otoé est resté un village abandonné, piller les ressources de cette zone. Vous arrivez à Kweme, ça devait être une zone qui doit briller. Les zones, c'est des zones polluées. Il faut leur accorder un minimum de conditions pour qu'ils sentent qu'au moins on apporte un plus-value pour notre pays.
vous me permettez une petite parenthèse. Le phosphate qu'on lave dans la mer à Pene, vous allez voir tout autour les pêcheurs en train de pêcher dans ces zones souillées. Pourtant, le phosphate, c'est un produit hautement toxique. C'est ça qui provoque aujourd'hui les cancers d'estomac et de tout ce que nous connaissons. Donc, il faut trouver une solution pour épargner à nos populations cette situation vraiment que je ne trouve pas de mots pour qualifier. C'est inadmissible que durant 61 ans, qu'on laisse à Otoé, qu'on laisse Vaughan, qu'on laisse Pemé dans cette zone. Franchement, c'est de l'ingratitude. Bien, merci. On a compris, puisque la situation que vous décrivez, c'est une situation qui n'est pas spécifique à Vaughan, parce qu'il y a d'autres régions du Togo également qui regorgent d'un certain nombre d'industries, notamment par exemple la région de Bassa, la région de Blita, par exemple, ou encore Tabligo, comme je l'ai dit tantôt. Mais quand je regarde encore Haute, puisque j'étais passé par là il y a encore quelques semaines, sur la situation spécifique du marché, est-ce que les populations de cette zone, par exemple, veulent le marché? Puisque moi, quand je passe, je vois les gens vendre au bord de la route. Est-ce qu'il y a une question de marché spécifique qui se pose à cette localité de Haute? Vous pointez du doigt un marché. Mais est-ce qu'il y a une population d'un milieu qui ne souhaiterait pas avoir un marché digne de son nom ou développer leurs activités commerciales? Mais vous savez très bien aussi qu'au Togo, le gouvernement qui est là, ou en fait le régime qui est là depuis quelque temps, a fait une politique en créant des marchés un peu partout. Ces marchés n'ont jamais vraiment pris. Les marchés ont été créés de quelle manière? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Les marchés ont été créés de quelle manière? Est-ce qu'ils sont allés voir les gens pour savoir, nous voulions, ou bien voudriez-vous un marché, à quel endroit vous le voudriez? Pour qu'une étude soit faite avant d'installer les marchés. Les gens sont allés dans leur tête pour aller imposer des endroits où on veut forcer les populations à les vendre. Mais les populations ne vont pas naturellement accepter, tout simplement parce qu'on ne les a pas associés à ces projets de construction des marchés. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne travaille plus de cette manière. On travaille avec les populations pour connaître leurs besoins et la façon de satisfaire ces besoins-là. Si nous voulons faire les choses comme on en a toujours l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'on force les gens. On veut faire les choses par la force, on fait les choses par la peur. Si vous n'y allez pas, on va vous faire peur ou bien on va vous réprimer. C'est de cette façon-là que les choses ont été construites et tout naturellement, les gens ne peuvent pas se retrouver dans ces projets. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, les gens de Haute ont besoin de marché. Ce n'est pas une bonne chose de venir vendre au bord de la route tout le temps. Mais quand le marché va se créer, il y aura des populations qui viendront d'autres endroits pour pouvoir venir faire des affaires. Mais on ne peut pas aller faire des affaires au bord de la route. Quittons Vaughan pour revenir à Lomé. Oui, nous sommes à Lomé. Votre meeting de Vaughan a été organisé, c'était en décembre. Oui, c'est en décembre. C'est en décembre. Oui. Est-ce qu'il y avait foule à Vaughan? Oui, disons que nous étions satisfaits de la participation des populations, malgré tout ce qui a été fait. Je dis malgré tout ce qui a été fait, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives pour que les populations ne se déplacent pas à ce meeting-là. Heureusement pour nous, les populations ont compris pourquoi nous venions. Et même à cette époque-là, je crois que nous pouvons remercier les forces de l'ordre qui nous avaient assistés pour que le meeting se passe dans de bonnes conditions. Donc, malgré tout ce que ceux qui sont des barons du milieu, les barons du milieu ont tenté de faire. Ils sont allés même recruter des émigrants qu'ils ont payé à plus de 10 000 francs. Et parce que, bon, si nous venons, les gens peuvent nous accompagner. Il ne faut pas qu'ils nous accompagnent. Toutes les populations, les groupes folkloristes qu'on peut éventuellement demander de venir faire des trucs là pour nous. On est allé les acheter pour qu'ils ne se déplacent pas pour venir à notre meeting. Ils ont tout fait. Ils ont organisé même des manifestations festives pour préparer à manger, donner aux gens, distribuer de l'argent, des boissons, etc. pour que les gens se retrouvent là-bas. Malgré tout ça, nous avons tenu notre meeting. Même si on prend la politique comme étant un jeu, est-ce que tout ça ne fait pas partie du jeu? La politique peut être un jeu, mais pas ce sale jeu. Selon vous? Pas ce sale jeu. Mais selon vous? Là. Non, parce qu'il ne faut pas continuer par abrutir les populations, parce que c'est une manière d'abrutir les populations. Et ce n'est pas ça que nous voulons faire. Nous voulons conscientiser nos populations pour qu'ils se rendent compte que nous avons une responsabilité dans le développement que nous voulons faire. C'est-à-dire que travailler, nous organiser, et puis faire en sorte que le travail que nous faisons puisse
profiter à nous-mêmes et à nos enfants et à notre génération. Revenons finalement à Lomé. Mais cette façon de conseiller des populations, là, ça dit que on vous distribue de l'argent, on vous fait manger, on vous distribue. C'est l'infantilisation des populations. C'est pas normal. Revenons finalement à Lomé, puisque il y a une semaine, vous étiez à Lomé, à Berck plus précisément. J'aurais voulu savoir votre état là dans lequel vous vous retrouvez après avoir organisé ce meeting. Je posais la question dans mon introduction s'il y avait foule là-bas à Berck le week-end dernier. Moi, je n'étais pas là. Comment ça s'est passé? Bon, le meeting de Berck n'était pas nécessairement pour rassembler tout le monde. Si c'était pour rassembler tout le monde, nous n'aurions pas choisi la place Kondiendi. Si nous avons choisi la place Kondiendi, c'est pour un objectif précis. C'est-à-dire, nous voudrons réussir à briser la glace à Lomé pour tenir ce meeting-là. Et je crois que l'objectif a été atteint. Nous avons brisé la glace. La panoplie des acteurs politiques qui étaient là, le message que nous avions à passer et les populations qui étaient présentes nous donnent satisfaction à ce jour que nous avons réussi notre meeting et dorénavant, la voie est libre pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, c'est une satisfaction. L'état dans lequel je me trouve ici, je me dis que j'étais satisfait de ce qui s'est passé le samedi dernier et je peux me réjouir qu'on a franchi une étape. Bien, merci. Et nous venons de passer 45 minutes avec la délégation de la DMK. Cette délégation composée ce jour de Gérard Adja et de Bouraïman Aboudia. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.